Les Français tentent plusieurs expéditions en pays ébrié, mais presque toujours, ils trouvent des populations bidjans, déjà sur le pied de guerre et manifestement informées. Malheureusement, l'administrateur eut vent de la place centrale occupée par le tambour nommé Djidji Ayokwe dans la résistance des Tchamans. C'est alors que les Français, sous les ordres de Marc Simon, firent de la capture de ce tambour qu'ils considèrent comme maudit une mission prioritaire. Les ouvriers d'Adjamé défendirent le tambour avec vaillance, mais appuyés par des renforts, les Français parvinrent à enlever le Djidji Ayokwe. C'est ça alors la résistance des ouvriers, puis la soumission progressive de ces populations à l'ordre colonial et au régime du travail forcé. Les amis, je vous propose un voyage dans le temps. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire coloniale en 1916. À Adjamé-Abidjan, les Hébriers luttent farouchement contre les Français au sujet d'un tambour de guerre hautement stratégique, le Djidji Ayokwe. Dans ce numéro de Code Histoire, nous ferons connaissance avec le peuple hébrier. Dans un second temps, nous évoquerons le fonctionnement des tambours parleurs en Afrique de façon générale et celui du Djidji Ayokwe en particulier. Enfin, nous retracerons le périple qu'il a mené des bords de la lagune d'Hébrier à Abidjan au bord de la Seine à Paris. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Ça a posé des problèmes quand le tambour a été retiré. Les parents, avec l'amertume, n'en parlaient presque plus. Parce qu'ils savent que le fait que c'est à Paris, ça ne reviendra plus. Ils ne l'ont plus vu, puisque tous sont sous terre en ce moment. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Je me demande même si ce n'est pas ça qui a provoqué même la séparation de chaque village de rester dans son intimité. Début octobre de cette année, nous avons souhaité accéder à la demande des autorités ivoiriennes de se voir restituer un tambour à haute valeur symbolique. 10 mars 1893. Le président français Sadi Carnot signe un décret qui fait du territoire de la Côte d'Ivoire une colonie française. C'est la suite logique de la conférence de Berlin qui, 9 ans plus tôt, consacrait les conditions de partage de l'Afrique entre les puissances européennes. Mais si l'annexion du territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire était chose faite sur le papier, les Français allaient devoir concrétiser leur projet impérialiste sur le terrain, là-bas en Afrique. Mission difficultueuse, vu la levée de boucliers qui se manifesta au sein des populations locales face à cette tentative d'assujettissement. Comme il fallait s'y attendre, un peu partout sur cet espace que les Français envisageaient de coloniser, une résistance s'organisa. Dans le pays baoulé, dans les pays Agni, Abron, Abouré, Abé, Adjoukrou, Dan, Oué, Kroumen, Bété, Gouro, Abouna, Akong, et pour ne citer que cela, les luttes contre l'envahisseur révélèrent des héros locaux. Les Hébriers ne furent pas en reste de ces combats pour le maintien de leur souveraineté. Mais d'abord, qui sont les Hébriers ? Les Hébriers font partie des Akans lagunaires. Les Abidjanais les appellent ironiquement les propriétaires terriens, vu que les Hébriers sont les autochtones de la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Suivant Nyongo-Rambois, ce sont leurs voisins abourés qui leur donnèrent le surnom péjoratif d'abrier ou encore bibrier, désignant une variété de silure noire. Ils estimaient que ce peuple était belliqueux et avait un sale caractère. Mais les Hébriers s'appellent eux-mêmes Tchamans. Leur activité principale est la pêche. L'historien Alou Kwame rappelle qu'un peuple est le produit de brassage. Ainsi, déjà au XIIIe siècle, les Brekegonins Diapo colonisaient les abords de la lagune qui deviendra plus tard lagune Hébrier. Ces Brekegonins furent phagocytés par les Kobrima, une tranche de Bidjan et de Yopougon, venus du pays Ashanti au Ghana, en transitant par le pays Abron entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les Tchamans occupent 9 gotors ou tribus. On distingue notamment les Koué, les Diapo, les Yopougon,
les Bidjans, les Nonkwa, les Bia, les Songons, les Bobo et les Nyangons. À la fin de la vidéo, nous vous présenterons leur répartition sur l'espace qu'ils occupent aujourd'hui. Chez les Tchamans, l'organisation politique est celle du système de classe d'âge. Hommes et femmes se répartissent entre Dugbo, Tchagba, Blessué et Nyandor, 4 classes qui se succèdent à tour de rôle. C'est un système qu'on retrouve chez la plupart de leurs voisins lagunaires. Mais selon Memel Fauté, la société ébriée fut l'épicentre de cette institution de classe d'âge par rapport à tous ses voisins lagunaires. Tiens, dites-nous en commentaire si le système de classe d'âge, plus connu sous le nom de génération chez les Akans lagunaires, vous intéresse. Nous nous ferons un plaisir d'y revenir dans un autre numéro. Aussi, si ce que vous voyez sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Et maintenant, venons-en au Djidji Ayokwe. Le Djidji Ayokwe est un mastodonte. Un énorme tambour de guerre mesurant environ 3,30 m de long et pesant presque une demi-tonne. Il serait l'œuvre d'un sculpteur d'origine ébriée, nommé Biagni, qui en 2 ans l'aurait reproduit d'après un modèle existant à Derumu, en pays à Djoukro. Le Djidji est un tambour à fente. À travers cette fente, le sculpteur vide le tronc de l'arbre à l'aide d'un ciseau. L'une des parois de la fente est plus fine que l'autre, de telle sorte que lorsqu'on les frappe, une résonance se crée alors qui reproduit les sons d'un tambour mâle pour le son grave et d'un tambour femelle pour le son aigu. Le Djidji Ayokwe est peint de 3 couleurs à base de pigments naturels rouge, noir et blanc. L'observateur peut y distinguer des sculptures de trophées de guerre, c'est-à-dire 2 rangées de 3 têtes coupées, à côté desquelles sont rangées des sculptures de mâchoires humaines. On y distingue également des figures géométriques, carrés, losanges et rectangles. La présence d'un léopard s'élançant sur ce qui s'apparente à un lézard n'aura pas échappé à l'observateur. Le Djidji Ayokwe aurait été conçu dans de l'iroko, de son nom scientifique Chlorophyra excelsa, qui est un arbre réputé pour sa résistance au temps et aux intempéries. Dans les années 1910, l'iroko est l'un des bois les plus exportés de la Côte d'Ivoire. Son fût cylindrique, droit et élancé, peut atteindre 30 mètres sous branche. C'est à Aban, plus précisément dans le bois sacré de Banta, que débuta la cérémonie de baptême du Djidji Ayokwe. Elle prit fin sous l'apatème qui devait l'abriter au niveau de l'actuel temple protestant Ebenezer. Les tambours parleurs, un système de télécommunication avant le téléphone. Tout d'abord, voyons le fonctionnement du Djidji Ayokwe. Le langage tambouriné, c'est tout simplement l'imitation et l'expression exacte de la voix et même de la langue humaine au moyen d'un instrument. Les langues africaines sont en majorité tonales et imagées. C'est précisément ce mode que reproduit le tambour parleur. Ces sons, quand on leur ajoute un contexte, un rythme dans une séquence de percussions, se répercutent à travers de très grandes distances et sont déchiffrés par des initiés. Kasabia kasa. Kasabia kasa.
Toute parole est parole. À l'occasion d'une interview avec Nyongo Ramboua, quand le philosophe ivoirien Léon Raymond Awo lui demande « Quel intérêt y a-t-il à promouvoir le langage tambouriné dans notre monde marqué par la prépondérance du langage informatique ?» le professeur Nyongo Ramboua, créateur de la dromologie, de répondre. Et je cite « C'est vrai que certains pourraient le penser, mais il faut leur dire que la télécommunication existait déjà en Afrique. Le tambour à ton blanc peut être entendu entre 30 et 40 km, installé sur une hauteur et en direction du vent. Il suffisait d'installer des relais distants l'un de l'autre de 5 à 7 km. Chez les Ébriers, il y avait un tambour qui pouvait se faire entendre d'Abidjan à Bingerville. C'était un tambour à lèvres et non à membrane. Nos anciens connaissaient déjà la télécommunication. Ils étaient instruits. C'est pour cela que mon souci est d'étudier et de faire connaître l'histoire des sociétés africaines. Je veux promouvoir un parler africain. Dans son introduction à la dromologie, il évoque même que par temps calme, le message du tambour émis depuis Adjamé était perceptible à Moussou, soit à plus de 30 km de là. Le chercheur Gansman rappelle que la portée du son dépend de divers facteurs, notamment le volume de l'instrument, les conditions atmosphériques et topographiques, la force avec laquelle l'instrument est frappé. Les anciens étaient conscients que l'eau est un excellent conducteur acoustique. Aussi plaçaient-ils souvent l'instrument sur la rive pour utiliser la rivière comme porteur de son. De façon générale, le tam-tam parleur est destiné à relayer par son rythme et son intonation un message de village en village à la manière des signaux de fumée chez certains peuples indiens d'Amérique. C'est un canal de diffusion d'informations, guerre et victoire, deuil, funérailles ou d'informations diverses. C'est également un lanceur d'alerte. Les tam-tam parleurs sont avant tout des outils de communication. Ce sont des tambours aux sonorités expressives que seuls les initiés peuvent décoder. Leur sortie annonce l'imminence d'un événement d'envergure. Durant la guerre, ils informaient les villages de l'arrivée imminente de l'ennemi. Durant la traite négrière, ils pouvaient servir à prévenir de l'arrivée des chasseurs d'esclaves à la recherche d'hommes, de femmes et d'enfants à kidnapper. Pendant la colonisation, ils avertissaient les villages environnants des menaces de rafles d'hommes valides par les troupes coloniales en vue du travail forcé. Ils sont enfin l'objet d'un culte par le tambourinaire qui doit nourrir le tam-tam en y versant régulièrement sur le tronc du sang, de l'alcool, entre autres. Le tambourinaire en général est nommé à vie. Chez les Ébriers, il s'appelle la Yokwaante. Officiellement, deux versions s'opposent au sujet de l'acheminement de ce tambour depuis les terres ébriées jusqu'au musée du Quai Branly à Paris. Mais en réalité, il existe une troisième version. La première version est issue de la tradition orale des Ébriers. Selon eux, tout débuta en 1916 quand Max Simon, alors administrateur des colonies, reçut l'ordre du gouvernement général de pacifier le pays ébrié. En effet, les Ébriers avaient défié à plusieurs reprises l'autorité française. Les Français tentent plusieurs expéditions en pays ébrié, mais presque toujours, ils trouvent des populations bidjans, déjà sur le pied de guerre et manifestement informées. Malheureusement, l'administrateur eut vent de la place centrale occupée par le tambour nommé Djidji Ayokwe dans la résistance des Tchamans. C'est alors que les Français, sous les ordres de Max Simon, firent de la capture de ce tambour qu'ils considèrent comme maudit une mission prioritaire. Les Ébriers d'Adjamé défendirent le tambour avec vaillance, mais appuyés par des renforts, les Français parvinrent à enlever le Djidji Ayokwe. C'est ça alors la résistance des Ébriers, puis la soumission progressive de ces populations à l'ordre colonial et au régime du travail forcé. La deuxième version est recueillie par le chercheur Labouré. Elle évoque qu'en 1916, Marc Simon, commandant de secte de la Basse-Côte d'Ivoire, confisqua le Djidji Ayokwe. Il voulut ainsi forcer les Ébriers à exécuter les travaux dans le cadre de la construction de la route entre Abidjan et Aboboté. Le tambour fut exposé plus tard à Bingerville, qui était alors chef-lieu de la colonie, et ce jusqu'en 1929. C'est alors que l'écrivain Paul Morand
signala la présence de ce tambour au docteur Rivet. Ce dernier eut l'autorisation du gouverneur Lapalus de l'acheminer en France où il atterrit au musée d'ethnographie le 1er mars 1930. En 1958, le musée de l'homme mandata un ethnologue avec des photos du Djidji Ayokwe pour enquêter sur l'origine et les fonctions du tam-tam parleur. Cet ethnologue faillit être lynché par la population d'Abidjan-Adjamé quand il présenta à la notabilité les photos de cet instrument. En effet, le souvenir douloureux et les plaies laissées par la capture de ce tambour sacré se réveillèrent. Les personnes âgées, hommes comme femmes, qui furent contemporains du pillage de ce tambour, symbole de leur indépendance perdue, poussèrent des cris de guerre. Les plus jeunes voulurent se procurer une photocopie de ce tambour qu'ils avaient ouï dire. Le tableau était ironique à l'image d'un cambrioleur qui revient sur les lieux du crime, demander à un propriétaire le mode de fonctionnement d'un équipement qui lui a subtilisé. À la seule différence que l'ethnologue qui avait été dépêché par la France était lui de nationalité ivoirienne. C'était un certain Niango Rambois. N'eût été le député Coutouin, la Côte d'Ivoire aurait perdu l'un de ses plus grands scientifiques. Sur ces entrefaites, les ébriers demandèrent à Houphouët de peser auprès de Charles de Gaulle pour le retour du tam-tam, fût-ce au musée d'Abidjan. Ils proposèrent même d'offrir à Paris une copie fidèle de cet instrument sacré en échange de l'original. Sans gain de cause, Paris fait la sourde oreille. Mais n'oublions pas la troisième version que nous évoquions plus haut. C'est celle de Marc Simon qui évoque en 1965 dans son ouvrage intitulé Souvenirs de Brousse: j'obtiens même des chefs ébriers un cadeau inespéré. C'est le tam-tam de guerre, gros tronc d'arbre creusé, orné de sculptures dont la résonance est surmontée par une peau tendue sur une couronne de crânes humains, ceux d'ennemis tués à la guerre. C'est aujourd'hui l'un des plus rares documents du musée de l'homme à Paris. Pour Marc Simon, le Djidji Ayokwe serait donc un cadeau des ébriers à l'endroit de celui-là même qui envisageait les faire plier au régime du travail forcé. Cadeau. Si nous sommes fondés à en douter, la seule certitude dans les propos de Marc Simon est que le tambour fut déplacé d'Abidjan à Paris. En France, c'est d'abord le musée ethnographique du Trocadéro qui l'accueillit. Ce musée devint plus tard musée de l'homme en 1937. Le Djidji Ayokwe y reçut la cote d'identification numéro 30-5-1 avec l'intitulé don du gouvernement de la Côte d'Ivoire en 1930. En octobre 2021, à l'occasion du sommet Afrique-France, le président français Emmanuel Macron s'est engagé à restituer ce tambour réclamé par les ébriers depuis des années, mais aussi par le gouvernement ivoirien depuis la fin 2018. Le Djidji Ayokwe serait le premier des 148 objets pillés dont le retour est demandé par la Côte d'Ivoire à la France. Écoutons les enjeux de ce retour suivant Claver Agegomobio. Ce tam-tam va rappeler notre histoire et revaloriser le peuple ébrier, dont les traces sont en train de disparaître avec l'urbanisation sauvage de l'agglomération d'Abidjan, abritant plus de 5 millions d'habitants. À l'heure où nous réalisons ce numéro de Code d'Histoire, le Djidji Ayokwe vit ses derniers moments en France et est sur le point d'être rapatrié en Côte d'Ivoire, après presque un siècle d'absence. Évoquons enfin la répartition géographique des tribus ébriées. On distingue donc le Gotokwe, qui est localisé à Akandje, Santé, Akwe-Agban, Abata, Anono, Mputo, Mbadan, Akwedo, Adjen, Akwe-Adjamé, Agbadou, Bregbo, Anan. On retrouve les Bidjans à Cocody, à Adjamé, Santé, Agban, Anoumambo, Atekoubé, Lokodjoro. Les Yopougon, du côté de Yopougon Kouté, Yopougon Santé, Yopougon Azito, Yopougon Beyago. Les Nankwa, à Anankwa Kouté, Anankwa Agon, Agbogodoumbé, Anankwate, plus connu sous le nom de Blocos, Elokate, Elokato, Abiate. Les Sangons, à Sangon Agban, Sangon Dagbe, Sangon Mbrate, Sangon Té, Sangon. Les Bobos,
à Aboboté, à Bobo Baoulé. Les Badjiens à Badjien Kouté, à Badjien Bembresso et à Badjien Doumé. Les Diapos à Adiapoto 1, Adiapoto 2, Bodoumé, Adiapoté, Adiapodoumé. Les Bia, qu'on retrouve à Abia Koumasre, du ancien Koumassi, à Niabo, Tadi Petit Bassam, à Abeti. Les Nyangons à Nyangon Adjamé, Nyangon Santé et Nyangon Lokwa. Les amis, si ce numéro de Code d'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à en parler autour de vous. C'est ainsi que nous trouverons la force de produire des contenus toujours de meilleure qualité. A bientôt pour un autre numéro de Code d'Histoire.